Le sexe hard aime-t-elle ça? Est-ce leur tasse de thé? En raffole-t-elle? C'est une pratique qui se répand de plus en plus parmi les hommes que rencontrent mes coachés. Et aujourd'hui, nous allons nous demander si ce fameux sexe hard leur convient ou pas. Et s'il leur convient, pourquoi certaines arrêtent de le pratiquer? Et pourquoi eux le leur imposent-ils? Sodomie la première nuit, y avez-vous réfléchi? Vous vouliez le grand amour, il a fui au petit jour. Bonjour, good morning. Je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. Ici, on parle toujours cash, mais jamais trash, d'amour, de célibat et de schéma relationnel. C'est parti! J'ai décidé de parler du sexe hard parce que deux coachés récemment m'ont conté leurs aventures sexuelles et les deux arrivaient à la même conclusion, mais je vais vous expliquer comment ça s'est passé. La première est célibataire, elle tombe sur un homme qui lors du premier rendez-vous lui saute déjà dessus de manière assez physique, avec une volonté de lui rouler une pelle évidente. Elle lui impose son rythme, ils prennent le temps de se connaître et arrive évidemment le moment où ils vont se rencontrer dans l'intimité. Et là, elle se retrouve face à un homme qui fait l'amour comme un acteur porno. Visage qui se transforme, tête de loup-garou, mots crus, trash, violent, chienne, salope, tirage de cheveux, claque, changement de position brutaux, aucune préparation de la femme en question à travers par exemple un cuni, mais en revanche, main fortement insistante sur sa tête à elle pour qu'elle lui donne une fellation. Donc sexe unilatéral, sexe frustrant pour elle. Alors elle a la bonne idée de lui faire entendre mon audio sur le tantra, enfiler les étoiles, et il se dit touché par cette approche qui évidemment est à l'opposé de sa posture. Comme à ce moment-là il semble éducable, il essaie, il est de bonne volonté. Le problème c'est qu'il perd tous ses moyens lorsqu'il la regarde et lorsqu'il cesse de lui dire des grossièretés. Et perdre ses moyens, ça n'est pas possible pour lui. Donc après quelques expériences intimes, il décide qu'ils ne sont pas compatibles. Elle est évidemment atterrée parce qu'elle commence à y croire et je lui ai pourtant dit attention, il y avait des signes avant-coureurs, il sortait d'une relation violente avec une Cruella et dès le début il s'est montré très physique dans les échanges. Mais comme il lui prenait la main dans la rue et qu'il lui roulait des pelles sauvages, lors de leur dernier week-end en amoureux, elle a pensé que peut-être il serait éducable. Ce qui est intéressant avant que nous attaquions le deuxième exemple, qui lui est beaucoup plus violent encore, c'est de découvrir que lorsqu'elle l'a interrogé sur son enfance, vous savez un petit peu comme lorsque dans une date on se raconte nos histoires du passé et parfois quels enfants nous étions, il lui dit que sa mère était très gentille, lui faisait beaucoup de câlins, mais que, ouvrez les guillemets, parfois ces câlins lui faisaient mal. Nous avons donc là une indication qui pourrait peut-être nous aider à comprendre cette violence. Peut-être aussi, comme il n'a pas travaillé sur lui et qu'il ne se pose aucune question, cette violence lui est-elle nécessaire dans son rapport au féminin? En tout cas, je pense que ça peut expliquer, en partie, par un certain angle, cette violence dont on parle de plus en plus et surtout qui, moi, me saute au visage dans la mesure où c'est quelque chose que j'entends de plus en plus. Et quand je commence à entendre quelque chose de manière fréquente, c'est que ce qui était l'exception devient la règle. Alors on n'en est pas évidemment à dire que tous les hommes sont devenus violents dans leur sexualité, mais ce qui est certain, c'est que c'est une pratique qui se répand. Alors maintenant, nous allons passer au deuxième exemple. Là, c'est une femme mariée qui rencontre un homme marié. Donc les choses sont claires. Ils doivent faire l'amour, entre guillemets, normalement à peu près 2-3 fois. Et très vite, il lui impose des pratiques que certains appellent libertines et qui pour moi sont l'expression d'une rage et d'une violence peu commune. Le premier exemple, c'est lorsqu'il lui met les menottes. Jusque-là, pourquoi pas, les menottes, on joue. Ça peut être une façon amusante et transgressive de découvrir d'autres possibles. Pourquoi pas? Sauf que c'est toujours lui qui lui met les menottes à elle et jamais le contraire. Donc dès lors, pour moi, on est dans quelque chose qui n'est pas réciproque, donc c'est rédhibitoire. Et le souci, c'est qu'une fois les menottes posées, monsieur sort la cravache. Et ne croyez pas qu'il s'agisse de quelques petits coups de cravache gentillets, proches du flirt, un genre de fouet très doux, pas du tout. Il lui donne de vrais coups de cravache, au point qu'elle est obligée de se cacher pour que son mari ne voit pas les traces. Comme elle fait peu l'amour avec son mari, la probabilité qu'il s'en rende compte est assez faible. Pour autant, la cravache fait partie des exercices entre guillemets réguliers. Et tout ça se termine lorsqu'un jour, il la sodomise directement à sec,
sans lui demander son avis, qu'elle a des douleurs terribles évidemment, et que pendant 24 heures, elle est comme sortie de son corps. Dès lors, c'est le commencement de la fin, l'attachement est fort, donc ça prend un peu de temps. Heureusement, se rendant compte que ce qu'il lui impose est toxique et qu'elle le vit très mal, il met fin à la relation, ce qui lui permet à elle de prendre un peu de recul. Avant de voir quel est le point commun entre ces deux femmes, j'aimerais quand même vous parler de l'enfance de Monsieur Cravache. Monsieur Cravache avait un père extrêmement violent, qui frappait sa mère, qui abusait de sa sœur, et qui bien sûr le frappait lui aussi. Un jour, la mère s'en va. Jusque-là, tout est normal. Elle emmène la fille abusée et le petit dernier et laisse le grand, donc Monsieur Cravache, avec son père. Il a 16 ans. Vous comprendrez que tout cela, évidemment, n'est pas anodin et que lorsqu'il impose sa violence par le biais du sexe à cette femme, elle représente symboliquement lui petit et lui devient son père en canalisant la rage qu'il a à l'égard de ce dernier et à travers la sexualité sur sa maîtresse. Une autre forme de violence était aussi le quickie qu'il faisait une fois par semaine dans leur bureau respectif où il la prenait direct, ça durait 3 minutes maximum, mais par rapport à la cravache et à la sodomie brutale, cela me paraît un moindre mal, entre guillemets. Comme vous pouvez le constater, ces deux hommes ont chacun, d'une manière assez prématurée, une expérience avec la violence. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est que ces deux femmes ont aussi une expérience avec la violence. Pour la première, l'expérience est plus légère, la mère est exigeante, un peu nazie sur les bords dans sa façon de commander, le frère est évidemment un petit roi, et elle a pris l'habitude de s'écraser, de raser les murs et de se laisser commander par toute la famille, en particulier sa mère et son frère. Ce qui fait que dans ses relations amoureuses précédentes, elle a subi un alcoolique, un impuissant, un qui l'a utilisé pour quitter sa femme, mais que la violence était plutôt psychologique et s'exprimait à travers une forme de soumission importante de sa part. Pour autant, elle n'avait jamais été confrontée à quelque chose d'aussi extrême dans un lit. Et c'est la raison pour laquelle elle m'en a parlé très vite, mais elle ne m'avait pas donné les deux clés importantes, à savoir l'histoire de la maman qui lui fait du mal dans ses câlins, et surtout le fait que le sexe oral était unilatéral. Car si j'avais eu ces éléments-là, elle ne serait même pas partie en week-end avec lui. Quant à la seconde, là on a un vrai passif de violence. On a une histoire familiale dans laquelle il y a énormément de violence, énormément de rejet et parfois des comportements de la part d'un des parents extrêmes. Alors naturellement ça ne se passe pas au niveau sexuel, vous vous en doutez, car si ça se passait au niveau sexuel, ce serait trop facile, ce serait presque caricatural et ça signifierait que toutes les personnes qui vivent de la violence sexuelle en ont subi, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a souvent un déplacement. Mais ce qui est certain, c'est que ses parents, à cette seconde femme, avaient chacun dans leur genre et à leur manière des comportements d'une grande violence. Ce qui nous amène évidemment à la conclusion que ces hommes violents sexuellement qu'on appelle hardcore ou qui pratiquent le sexe hard sont en train de se vendre comme étant des hommes très sexuels. D'ailleurs, les deux ont dit « je te préviens, je suis très sexuel ». Quand j'étais plus jeune, ça voulait dire « j'aime faire l'amour 5 fois par jour, je fais toutes les positions et accessoirement, je n'ai aucune limite dans le sexe oral et je peux faire l'amour n'importe où ». Plus récemment, ça voulait dire libertinage, club échangiste, faire l'amour dans sa voiture dans un bois. Aujourd'hui, quelqu'un qui vous dit qu'il est sexuel est en train de vous expliquer qu'il fait l'amour comme un acteur porno au meilleur des cas et qu'il exerce une forme d'emprise psychologique et de violence sexuelle par rapport à ses pratiques dans les cas les plus fréquents. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de voir que ces hommes-là trouvent des proies faciles, qui par leur éducation, qui par leur passé, ont été programmés pour accepter ce genre de situation. Alors messieurs, si vous vous trouvez sexuel et que vous adorez faire du mal, torturer, pincer, mordre, sodomiser direct à froid et imposer des choses à vos partenaires, demandez-vous quels sont les comptes que vous êtes en train de régler et à qui vous vous adressez en vrai. Quant à vous, mesdames, mesdemoiselles, jeunes femmes et femmes plus mûres, car il n'y a pas d'âge pour accepter ce genre de pratique, lorsque votre instinct vous dit il y a quelque chose qui n'est pas juste, posez-vous les bonnes questions, parce que ne confondez pas une exploration du fantasme que l'on fait au bout d'un certain temps et que d'ailleurs tous les hommes n'ont pas forcément besoin d'exprimer ou d'explorer avec un comportement d'abus. Car il s'agit évidemment une fois de plus d'abus. Que quelqu'un vous impose une maîtresse, des pratiques, que quelqu'un vive à vos crochets, ou n'ait jamais sa carte bleue quand vous sortez avec lui, ou elle, ça marche dans les deux sens. Que quelqu'un soit maladroit d'une manière récurrente et systématique, méchant dans ses propos, humiliant. Quand évidemment tout ça se passe dans la sexualité et dans la sphère de l'intime, je vous invite vraiment à vous poser les bonnes questions. Car on ne rencontre jamais un partenaire par hasard. On ne se fait jamais abuser par hasard, quel que soit le champ concerné.
concernée. Me positionnant comme madame anti-abus, parce que l'abus est quelque chose que je connais bien, et surtout quelque chose que j'ai vu souvent dans ma pratique de love coach, je peux dire que la seule motivation que j'ai vraiment aujourd'hui dans ma vie, parce que j'ai vécu beaucoup de choses, parce que j'ai vu des milliers de coachés, parce que j'ai beaucoup voyagé, entendu beaucoup de personnes me raconter des choses, la seule chose qui me choque aujourd'hui, c'est de voir des hommes se faire abuser par des Cruella, ou abuser des femmes, et de voir des femmes abuser des hommes, les fameuses Cruella, ou se faire abuser par des hommes, ou par des femmes ou des hommes selon leurs préférences sexuelles. Et il se trouve que l'intimité, la sexualité, sont des terrains exceptionnels pour l'abus. Dis-moi comment tu fais l'amour, je te dirai comment tu as été aimé. Le deuxième terrain le plus intéressant, c'est celui de l'état amoureux, du dating, de l'affect, car très souvent, des personnes qui fonctionnent parfaitement bien dans tous les domaines de leur vie se comportent comme des enfants, ou se font abuser, ou abusent même parfois, dans la sphère de l'intime. Il se trouve aussi que ce podcast a parlé à un certain nombre de femmes qui n'étaient pas les femmes que je rencontre habituellement. Des femmes mariées, par exemple, qui auraient été parfaites dans mon agence de rencontre, dans une autre vie. Et ces femmes mariées m'ont permis de découvrir qu'il y a, chez les cadras aujourd'hui, une sexualité qui me semble sans limite. J'avais déjà l'expérience des couples et d'une sexualité très libre, mais le fait que des femmes mariées viennent me voir pour me parler soit de libertinage, soit de leurs amants, m'interpelle évidemment. Parce que celle qui trompe son mari ou celui qui trompe sa femme sont deux personnes frustrées. Et que l'on souffre d'un amant qui ne donne pas assez, ou que l'on souffre d'une maîtresse trop exigeante qui voudrait que vous quittiez votre femme, dans les deux cas de figure, il y a probablement, au-delà de la frustration du moment, une erreur de casting à l'origine. Et cette erreur, on peut l'éviter. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Il y en aura 2 par mois, les 2e et 4e vendredis du mois. Vous trouverez des infos sur mon site internet www.benedictanne.fr. J'ai aussi une chaîne YouTube dans laquelle vous trouverez plein de contenus. Merci de mettre un commentaire positif pour encourager les podcasts à venir. À dans 2 semaines.